Et pour ouvrir nos débats, je vous propose de retrouver Boris Vallaud, député des Landes, porte-parole du Parti socialiste, en charge du projet pour une présentation panoramique et synthétique, si c'est possible, de l'état de l'art des socialistes sur cette question du travail. Alors, première question, Boris, puisque tu as été le maître d'œuvre de cette réflexion qui démarre aujourd'hui, peut-être de commencer par présenter le sens de la démarche, l'ambition de cette démarche qu'on présente pour la première fois ce soir. Alors d'abord, le premier thème, c'est celui du travail. L'acception était très large, et puis on a évidemment resserré. Il y a un certain nombre des thèmes qui ont été ceux de nos réflexions étaient évoqués dans le petit sujet là. C'est un travail collectif, avec une implication de tous les secrétaires nationaux, des consultations nombreuses, des auditions, à la fois d'organisations syndicales, de chercheurs, de chefs d'entreprise, pour réussir à saisir les enjeux de la question du travail aujourd'hui. Et comme ça a bien été indiqué, évidemment, on est dans un contexte qui nous oblige, qui est celui d'une crise qui est inédite, qui a des conséquences sanitaires considérables, mais aussi des conséquences économiques, sociales, psychologiques, qui, au fond, nous obligent et nous ont ramenés à l'essentiel, c'est-à-dire, au fond, le primat de la vie sur l'économie. Et la question de la place de l'homme et du travail a été posée avec beaucoup de force dans cette crise. Donc c'est le point de départ. C'est cette crise qui a touché du doigt, au fond, on peut dire, les limites d'un monde tel qu'il a prévalu aujourd'hui. Et on peut rater une crise, j'allais dire, en aspirant simplement à en sortir, à s'en sortir, sans en tirer de leçons structurelles. Et je crois qu'on est non seulement appelé à surmonter cette crise, mais aussi à changer de modèle, en n'oubliant personne sur le bord du chemin. Et alors, donc, dans ce cas-là, à la fois parce que j'imagine que la méthode sur ce thème-là sera la méthode employée pour les futurs live du projet, pour les futures thématiques abordées. Vous avez donc largement consulté en amont et vous avez à la fois des constats, des analyses et puis des propositions. C'est exactement ça. J'ai oublié de dire, et beaucoup m'en voudraient de ne pas le dire, ça s'appuie aussi sur un travail parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, qui est important, sur l'expérience acquise de beaucoup d'élus locaux qui nous ont fait partager la réalité de ce qu'ils vivaient sur le terrain, notamment au cœur de cette crise. Et en effet, dans notre façon de travailler, c'est quelque chose que nous reproduirons tous les mois, puisque dans un mois, c'est la question de la santé que nous allons explorer dans toutes ses dimensions. Est-ce que c'est simplement un travail socialo-socialiste ou vous avez auditionné, vous avez permis à des personnes de tous horizons de venir s'exprimer sur ces questions? Alors, ce n'est pas socialo-socialiste, puisqu'on s'est aussi fait engueuler, qu'il y a eu des débats qui ont été tout à fait intéressants, des points de vue qui n'étaient pas les mêmes selon qui était notre interlocuteur. Et au fond, on a fait notre miel de tout ça, pour essayer de proposer des choses qui soient conformes à ce que nous sommes, socialistes, mais puissent aussi servir, j'allais dire, de terreau commun à la gauche pour les échéances qui s'annoncent. On est en 2021. J'imagine que les mêmes choses, les mêmes analyses, les mêmes constats et les mêmes propositions n'auraient pas pu être faites il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'au fond il y a changé? Quelles sont les données de l'environnement qui ont au fond été au cœur de votre réflexion pendant ces quelques semaines de préparation? Alors, d'abord, la crise, elle ne révèle pas beaucoup des difficultés qui sont sur la table. Dans notre rapport au travail, la question de la qualité de vie au travail, des maladies professionnelles, de la pénibilité, la question de savoir comment on peut bien vivre au travail et bien vivre de son travail, avec la question des rémunérations, du partage de la valeur. Tout ça, évidemment, préexistait à la crise. Mais il y a des choses qui sont nouvelles et cette crise, elle a aussi montré, dans une économie qui s'est arrêtée du jour au lendemain, le meilleur de nous-mêmes. On a vu des soignants qui ont fait tenir l'hôpital debout, qui se sont battus, qui montraient qu'ils étaient utiles et qui ont été au rendez-vous de cette crise. On a vu des premiers de corvée, vous savez, tous ces métiers invisibles qui sont apparus dans la lumière comme essentiels, inversant quand même la hiérarchie de nos priorités et de nos valeurs. Les éboueurs, les caissières, les ouvriers des industries agroalimentaires. On a vu les chercheurs aussi accomplir l'exploit d'arriver à un vaccin. Eh bien, on ne peut pas ne pas en tirer de conclusion. J'évoquais la question de l'inversion de la hiérarchie des valeurs et des priorités. On est amené, là, dans la crise, à se poser la question de savoir quels sont les métiers utiles. Comment on mesure l'utilité
d'un métier. Est-ce que véritablement le patron d'une grande enseigne de la grande distribution vaut 300 fois sa caissière? Je crois que la réponse est aujourd'hui dans la question. Si certains devaient encore hésiter, évidemment que non. Donc il y a cela. Et puis, nous sommes face à des grandes mutations qui sont structurelles. Il y a la révolution numérique qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même, avec ce capitalisme numérique, ce management par les chiffres aussi, qui, au fond, fait fi des cadres connus de l'entreprise et des règles du droit du travail. Il faut mettre des règles, de la régulation, de la protection. Il y a des pans entiers de notre économie qui, face aux mutations écologiques, vont être ébranlés, mais la transition écologique, cette conversion, cette décarbonation de notre économie, l'industrie de demain, eh bien, il faut qu'on la construise avec les travailleurs d'aujourd'hui. C'est ça aussi, ne pas oublier celles et ceux qui, par exemple, travaillent aux fonderies du Poitou. On leur dit on va sortir du diesel, mais on ne peut pas en rester là. Il faut qu'on invente l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui. Et puis, il y a tous ces métiers du soin. On n'a jamais, dans cette crise, été aussi attentifs les uns aux autres. On n'a jamais autant pris soin les uns des autres. Vous vous souvenez, on terminait toutes nos conversations par « prends soin de toi, prends soin des tiens ». Eh bien, je crois que demain, nous devons aussi nous poser la question de tous ces métiers absolument indispensables. Parce que une des leçons, c'est que si on manque d'emploi, on ne manque pas de travail. Et qu'il y a beaucoup de besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits, auxquels le marché n'est pas capable de donner de la valeur. Et il y a des expérimentations que nous avons lancées en 2016 sur Territoire zéro chômeur, qui sont ces modèles aussi du travail-emploi, de comment on rémunère l'utilité sociale. Et nul n'est inemployable, je crois que c'est aussi une des grandes leçons que l'on peut tirer. Donc c'était évidemment un travail exigeant de réflexion, mais avec des propositions qui sont très concrètes sur la pleine santé au travail, sur le partage aussi du temps de travail dans sa vie. Et Vincent Duchossois aura l'occasion de l'expliciter. Il y a la question de la gouvernance d'entreprise. Quelle est la place du travailleur, du salarié dans l'entreprise pour que les choix soient mis au bénéfice de l'homme et de son environnement? On a les écarts de rémunération qui se posent. Beaucoup de sujets qui vont nous permettre de mettre en débat les propositions qui sont les nôtres. C'est très clair. Merci Boris. Merci beaucoup. Merci. On retrouve le document. Eh bien oui, on retrouve le document. Le voici. Voilà, pour une lecture attentive et puis pour lancer un débat contradictoire qui, je l'espère, s'enrichira de propositions supplémentaires, de contradictions, d'amendements. Merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre ce live des idées par une première séquence qui vise à esquisser l'entreprise de demain. Avec nous, Gabriel Siri, porte-parole du Parti socialiste, Vincent Duchossois, secrétaire national au travail et à l'emploi, Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et commenter ce moment sur Facebook, YouTube et sur Twitter avec le hashtag live du projet. Alors, le constat que fait le Parti socialiste, nos invités vont l'étayer, c'est qu'il existe un paradoxe, d'une part, parce qu'il y a un fort attachement des Français au travail et à ce que cette valeur veut dire, et puis d'autre part, une grande insatisfaction par rapport à leurs conditions de travail et surtout à la reconnaissance qu'ils peuvent avoir au travail. Alors, la nouvelle réalité sanitaire ne rend que plus urgente la nécessité de revendiquer une entreprise différente. Ses modes de gouvernance et de management peuvent changer en permettant aussi aux entreprises, parce que c'est un sujet pour les socialistes, de demeurer compétitives. Alors, parlons peut-être d'abord du sujet de la reconnaissance par le partage de la valeur dans les entreprises. Dominique Potier va, dans une vidéo, nous exprimer ce qu'il porte depuis longtemps sur ce sujet. La révolution dans l'entreprise, c'est pas seulement le partage de l'avoir, le partage de la valeur, c'est aussi le partage du pouvoir. C'est une démocratisation de l'économie et de l'entreprise. Nous proposons tout d'abord une codétermination à la française, la capacité pour les salariés, considérés comme des parties constituantes, de participer en étant présents dans les conseils d'administration aux grandes orientations stratégiques de l'entreprise. C'est également la démocratie dans la relation aux citoyens, à la société dans son entier. Une responsabilité sociale et environnementale publique, avec une certification publique, permettrait
à chaque citoyen, dans son statut de consommateur, d'épargnant, mais également de collaborateur, de choisir le modèle et le style d'économie qu'il veut promouvoir et qu'il veut choisir. Enfin, la dernière démocratie qui doit transformer l'économie actuelle vers une nouvelle économie adaptée au XXIe siècle, c'est celle qui dépasse les murailles des frontières et des statuts juridiques. C'est le devoir de vigilance, c'est notre capacité comme donneur d'ordre à assurer la garantie de la dignité humaine et de la protection de notre maison commune, non seulement au bout de la rue, mais au bout du monde. Ces trois mouvements démocratiques, celui du devoir de vigilance, celui de la codétermination et celui de la RSE comme certification publique, sont des petites révolutions qui nous donnent les capacités à assurer les transitions heureuses attendues. Merci Dominique Potier. On a avec nous donc Vincent Duchossois, qui est secrétaire national au travail et au dialogue social et qui donc a été aussi au cœur de la rédaction avec Boris de ce document. Alors peut-être que tu peux nous parler de ce sujet central qui est devenu pour nous tous l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, un sujet épineux parce qu'on touche évidemment à l'organisation du travail et notamment au temps de travail. Et la question du temps de travail reste et demeure une question, un clivage entre la gauche et la droite. Donc peut-être peux-tu nous parler dans un premier temps de cette question-là ? Oui, merci Louis. Effectivement, c'est une question qui est devenue clivante parce que, en particulier, comme tu l'as dit, la droite en a fait un clivage en remettant en cause la réduction du temps de travail. Et on a parfois une fausse idée qui s'est développée comme quoi, finalement, les Français ne travailleraient pas ou en tout cas travailleraient peu. Or, lorsqu'on regarde la réalité des chiffres, c'est faux. La durée hebdomadaire du travail en France est supérieure à la moyenne européenne. Et même si on regarde au niveau des heures de travail annuelles, celle des travailleurs français, elle est supérieure à un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne. Et je ne parle même pas de la question ici de la productivité. Comme le disait Marie tout à l'heure, effectivement, les Français, ils manifestent un attachement au travail comme outil d'insertion sociale, de sociabilité. Et en même temps, on constate qu'ils sont insatisfaits. Alors, c'est peut-être tous des procureurs ou des Gaulois réfractaires, mais c'est peut-être aussi qu'il y a derrière ça un problème. La réalité, c'est que les Français travaillent, mais que globalement, ce travail est mal réparti. Et ce que nous voulons, nous, au Parti socialiste, c'est reprendre le fil de Léon Blum, de François Mitterrand et de Pierre Mauroy, de Lionel Jospin et de Martine Aubry, en reposant cette question du temps de travail, du partage du travail, de la réduction du temps de travail. Comment ? Eh bien, en accompagnant, en encourageant les entreprises qui souhaitent engager une négociation sur le passage à la semaine de 4 jours. Pourquoi ? Parce que ça permet de créer de l'emploi en partageant le travail. Il y avait eu, il y a quelques années de cela, une étude du ministère du Travail qui montrait que le passage à la semaine de 4 jours pouvait créer jusqu'à 1,5 million ou 2 millions d'emplois. Il faudrait bien sûr actualiser les chiffres, mais il y a là un moyen de créer de l'emploi. Ça permet aussi de poser la question du travail à l'intérieur de l'entreprise, de l'organisation du travail dans l'entreprise. Et ce que l'on voit, parce que la réalité, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui des entreprises qui sont passées à cette semaine de 4 jours, qui l'ont expérimenté. Ça permet non seulement moins d'absentéisme, moins de congés maladie, mais aussi un fonctionnement plus collectif de l'entreprise qui, elle, évidemment, ne fonctionne sur plus de 4 jours. Et puis enfin, dernier élément, tu le mentionnais tout à l'heure, ça permet effectivement un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle pour s'occuper de ses enfants, pour se former, pour avoir un engagement associatif. Donc ce que nous pensons, nous, au Parti socialiste, c'est que le travail est un élément important de l'insertion sociale, de la sociabilité, mais dans le même temps que la vie ne se résume pas au travail. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Un sujet majeur maintenant et un sujet surtout dont les socialistes se sont saisis avec volontarisme et qui est l'un des piliers de notre identité, l'égalité femmes-hommes et l'égalité femmes-hommes au travail ici. Hélas, nous le savons, c'est loin encore d'être atteint. Et finalement, Gabriel Siri, j'ai envie de te demander comment on peut s'y prendre pour avancer sur ce sujet. Je pense que
Pour avancer sur ce sujet, déjà, il faut comprendre d'où viennent les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Et donc, je vais commencer par en dire quelques mots, parce que je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour expliquer la situation actuelle. En fait, on est dans une situation qui est l'héritière du 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? C'est le siècle de l'organisation du retour de la femme au foyer. Une organisation en fait mise en place par l'État pour permettre la reproduction de la force de travail et l'entretien du foyer d'hommes qui sont amenés à passer leur vie à l'usine. Donc cette situation-là, elle a perduré. Je rappelle quand même qu'il a fallu attendre 1965 en France pour que les femmes aient le droit de travailler et d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Évidemment, aujourd'hui, la situation a beaucoup progressé. Les femmes ont gagné en indépendance économique sous le double coup donc, des mouvements féministes des années 70 et des 30 Glorieuses qui ont mené au grand retour des femmes sur le marché du travail et donc à l'acquisition d'une indépendance économique. Pour autant, ce qu'on a constaté, et c'est là le nœud du problème, c'est qu'on est dans une situation un peu intermédiaire où il y a eu ce retour des femmes sur le marché du travail, mais dans le même temps, on a vu la montée en puissance du phénomène des doubles journées. Qu'est-ce que c'est les doubles journées? C'est la journée de travail salarié dans l'entreprise et la journée de travail gratuit à la maison. Et donc évidemment, cette situation-là, elle pèse fortement sur le travail des femmes, sur leurs revenus. Les femmes travaillent moins. Elles sont à 80% des temps partiels aujourd'hui sont occupés par des femmes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point très important qui a été évoqué par Boris Vallaud, c'est la surreprésentation dans des métiers peu rémunérés, peu valorisés, ce qu'on a beaucoup vu au moment de la crise du Covid. Donc je rappelle, donc c'est les métiers du soin notamment. Donc aujourd'hui, 90% des infirmiers sont des infirmières. C'est la même chose dans le secteur médico-social, même chose dans les EHPAD. Et évidemment, les caissières aussi, qui sont à 90% une profession féminine. Deuxième point, des métiers moins valorisés, moins rémunérés. Troisième point, c'est que dans les professions qui se sont féminisées, qui étaient plutôt des professions masculines, comme la médecine, les avocats, ce qu'on constate, c'est la résistance du haut de la hiérarchie à la féminisation. Donc ça, c'est la troisième source des inégalités salariales, qu'on appelle en fait les discriminations verticales. Donc, si je résume, on a des femmes qui travaillent moins, qui sont surreprésentées dans des métiers peu rémunérés et qui sont absentes de la haute hiérarchie des revenus. Et quelles solutions on peut mettre en place du coup ? Je ne sais pas, je pense à ce congé parental oui. Promis par le gouvernement et jamais concrétisé. Je pense aussi effectivement au premier sujet, c'est-à-dire simplement l'égalité salariale femmes-hommes. Aujourd'hui, il y a un indice dans les entreprises. Ça permet aussi de concrétiser quelque part ce qu'on appelle la marque employeur. Quand on est une femme, d'aller dans une entreprise où il y a un bon indice, c'était plutôt une bonne chose. Comment on peut aller plus loin et on le sait, hein, quand on est une femme, on s'interroge toujours sur, dans l'entreprise, d'abord comment on va pouvoir gérer pour certaines mamans la vie familiale et puis la vie professionnelle, comment on va être valorisé dans son travail, comment on va gagner autant que les hommes, comment finalement les hommes vont pouvoir aussi participer à ces tâches à travers le congé parental. Est-ce que concrètement on a réussi à ressortir quelques propositions? Tu as cité en fait beaucoup de pistes qui sont sur la table. Les solutions, elles sont relativement connues à l'heure actuelle. Faut savoir que sur la question des discriminations pures, c'est-à-dire à salaire égal, à travail égal, salaire inégal, ça représente seulement 10% en fait de l'inégalité salariale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, c'est que le problème, c'est la structure de l'emploi féminin aujourd'hui. Et donc, je vais me concentrer là-dessus et je vais parler effectivement d'une proposition qu'on porte depuis un moment
qui est évidemment pas la panacée, mais on est dans un temps restreint. Donc, il faudra parler de la transparence dans les grandes entreprises, effectivement. Donc, les indices dont tu parlais, il y a la question de l'accueil des places en crèche. Enfin, c'est un sujet qui est très vaste. Sur la question du congé parental, du congé deuxième parent, pardon. En fait, c'est une proposition qu'on porte depuis les européennes, puisque l'idée, c'est de dire... au moment où l'enfant arrive dans la famille, c'est là que les salaires des femmes décrochent. En fait, c'est très situé dans la vie des femmes, c'est au moment de l'arrivée de l'enfant. Et donc, l'idée, c'est de faire participer plus les hommes à ces tâches familiales et parentales. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'ils le veulent, en fait. Ils veulent passer plus de temps avec leur enfant, ils veulent s'en occuper. Et donc, on a 64% des 18-35 ans qui plébiscitent un congé paternité ou un congé deuxième parent qui soit plus long. Ce qui est très important, c'est qu'il soit correctement rémunéré, qu'il soit suffisamment long. Donc ça ne peut pas être inférieur au congé maternité, ça ne peut pas être moins de 2 mois. Et qu'il soit obligatoire, évidemment, pour inciter les hommes à le prendre. Enfin, pour les obliger à le prendre. Donc voilà, on peut débattre de la durée de ce congé. Il faut savoir qu'en Espagne, en 2021, ce sera 16 semaines, donc on sera à 4 mois. Et effectivement, le congé que tu évoquais, mis en place par le gouvernement, c'est seulement 1 mois. Donc c'est largement insuffisant pour remettre en cause les différents équilibres. Merci. Donc on a parlé de réduction du temps de travail, on a parlé d'égalité homme-femme. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fin de séquence, on va se tourner vers notre grand témoin, notre fil rouge, Jérôme Justy, pour qu'il nous dise, lui, non pas de l'extérieur, mais... un peu quand même, ce qu'il a pensé déjà de cette première séquence et ses réflexions. Oui, merci. Vous me permettrez d'ouvrir un contre-champ peut-être et de parler de l'emploi en dehors de l'entreprise. Juste peut-être un chiffre. En 1973, General Motors employait 800 000 personnes dans le monde. Aujourd'hui, Facebook emploie 15 000 personnes. Et quand Facebook a racheté WhatsApp... à 19 milliards de dollars, oui c'est bien ça, WhatsApp employait 39 personnes. Il me semble que le sujet est aussi de se poser la question de l'emploi en dehors de l'entreprise. Alors c'est vrai que depuis 40 ans, nous vivons une séquence qui consiste à externaliser l'emploi, c'est bien connu, les sous-traitants que nous externalisons, les grandes entreprises qui externalisent les sous-traitants. Et le Parti socialiste a répondu à cette situation par le devoir de vigilance. Dominique Potier intervenait tout à l'heure ici, il a porté cette cause. Aujourd'hui, au-delà de l'externalisation, on va avoir une plateformisation. Une plateformisation de l'emploi et du travail, ce qui fait que nous sommes dans un degré supplémentaire de l'emploi en dehors de l'entreprise. Donc comment gouverner, comment partager le pouvoir dans une entreprise quand on est à l'extérieur, comment revendiquer des droits quand on est à l'extérieur, c'est aujourd'hui, je pense, la vraie difficulté. Et il faut, à mon sens, avoir une réflexion à gauche sur comment on protège ces travailleurs en dehors de l'entreprise, qui ne sont d'ailleurs plus des salariés par nature, qui sont éventuellement des auto-entrepreneurs, des usagers de services, toute cette masse corporelle. Comment ? Ubérisé, en fait. Ubérisé, mais pas simplement, en tout cas externalisé. Et comment on arrive, par des mécanismes qui ne sont pas les mécanismes traditionnels du droit du travail que l'on connaît, comment on arrive à retisser un droit du travail ou alors des alternatives au droit du travail qui offrent les mêmes protections sociales. Très bien. Écoute, d'une certaine manière, c'est déjà une petite transition avec la table ronde suivante, la séquence suivante, qui traitera des questions justement d'ubérisation. On se retrouve dans quelques secondes.